Bienvenue sur la chaîne Anthropo Vidéo. Voici une présentation de l'ouvrage de Seppo Lalucca, publié en 2003 et intitulé From Fugitive Peasants to Diaspora, The Eastern Mari in Tsarist and Federal Russia. De paysans en fuite à diaspora, les maris orientaux en Russie tsariste et fédérale. Seppo Lalucca est docteur en sciences sociales de l'Académie de Finlande, et son ouvrage se présente comme une synthèse de ses travaux sur le développement de l'identité en lien avec l'ethnicité chez les maris orientaux. Les maris sont un peuple minoritaire de Russie, habitant principalement dans la région de la Volga-Kama, en pleine terre occidentale russe. Ils sont représentés administrativement par une république autonome du Mariel, RME. Leur voisinage se compose de peuples finno-ougriens, Udmurt et Mordv, et de peuples turciques, Tchouvaches, Bachkirs et Tatars. Cette ethnie est divisée en 3 sous-ensembles, les maris des montagnes, installés principalement au sud-ouest de la République, sur la rive inférieure de la Volga. Les maris des forêts, qui constituent le sous-ensemble majoritaire et occupent la plus grande partie de la RME. Quant aux maris orientaux, ils vivent presque exclusivement hors de la République d'origine, dans les républiques voisines de Bachkirie et du Tatarstan, et jusque dans l'Oural. Le livre est composé de 10 chapitres que l'on peut regrouper en 4 temps. 1. Définition de la diaspora et de son rapport à la mobilisation ethnique. 2. Situation et évolution de ces communautés de l'exode à la période pré-révolutionnaire. 3. Dynamique de population du XXe siècle à nos jours. 4. Conscience nationale et lien entre diaspora et république dans le renouvellement de la mobilisation ethnique. Les maris orientaux sont donc les descendants de migrants ayant fui leur foyer ancestral dans la moyenne Volga vers des contrées plus orientales, à l'interface entre les mondes culturels russo-orthodoxes et turco-musulmans. L'étude présentée rend compte non seulement des processus de peuplement, mais met aussi l'accent sur le début et la fin du XXe siècle comme 2 périodes d'émergence et de renouveau d'un discours diasporique mari. L'un des premiers éléments évoqués par l'auteur est le lien direct entre migration et conscience ethnique, car en s'installant dans des républiques certes voisines mais à majorité turco-musulmane, la perception que les communautés paysannes en exode avaient d'elles-mêmes s'en est nécessairement trouvée bouleversée. En effet, Lalucca explique qu'avant l'arrivée des Russes, on ne distinguait pas de structure sociale véritable chez les maris. Être mari, c'était être paysan. Ce n'est qu'à la suite de l'exode qu'intervient un phénomène de questionnement identitaire. Les communautés en exode sont obligées de se repositionner dans un contexte socio-culturel nouveau. Faisant référence à l'ouvrage d'Anthony Smith, l'auteur affirme nécessaire de distinguer 2 types d'identité et de communautés ethniques. Le premier, au caractère identitaire diffus et large, est nommé latéral aristocratique. Ses frontières ethniques sont souvent indéfinies et l'appartenance de ses membres est basée sur les valeurs civiques partagées. Cette culture ethnique est souvent confinée aux classes supérieures de la société. La France est un bon exemple de ce type de communauté. Le second type, nommé vertical démotique, présente des liens plus intensifs entre ses membres et une appartenance basée sur une langue et une culture commune. Elle pénètre ainsi plus de couches de la communauté. Plus exclusive dans ses frontières, ses membres sont plus enclins à la mobilisation ethno-religieuse, tout en étant moins politisés que ceux du type latéral aristocratique. Lalucca considère que le modèle vertical démotique recoupe bien la réalité de la communauté mari. Un des thèmes centraux de l'ouvrage est la caractérisation problématique des maris orientaux en tant que diaspora. L'auteur cherche d'abord une définition adéquate du terme de diaspora et met le cas des maris orientaux à l'épreuve de celle-ci. Pour ce faire, il se réfère aux critères proposés par William Safran pour définir un groupe en tant que diaspora. Ces 6 critères sont 1. La dispersion géographique hors de leur région d'origine, en 2 ou plusieurs autres régions, contre leur gré. 2. L'existence d'une mémoire, d'une idée ou d'un mythe commun autour de la région d'origine. 3. La croyance de n'être pas pleinement accepté par la communauté d'accueil, créant dans le groupe un sentiment d'isolement. 4. Une idéalisation de la terre ancestrale et l'idée d'un mouvement de retour. 5. L'engagement dans le maintien et la réhabilitation de la région d'origine. 6. Une conscience et une solidarité au sein de la communauté, influencée par la nature des liens du groupe avec la région d'origine. Lalucca apporte toutefois quelques précisions à cette définition générale.
La définition qu'il en donne a pour but de dépasser le modèle fourni par la diaspora juive, devenue une référence globale. L'un des apports majeurs est la transposition du concept de diaspora à l'intérieur d'un État. On peut donc appliquer ce terme au Mali et à de nombreuses communautés minoritaires de Russie, comme on le ferait pour les diasporas dites classiques. Seulement, nous avons ici affaire à une diaspora intra-étatique ou interne, et non internationale. Les relations en jeu ne se limitent donc pas au trio nodal habituel que forment la diaspora, la région d'accueil et la région d'origine. Car dans le cas des Maris, il faut ajouter un quatrième acteur, non négligeable, l'État fédéral. L'Alouka ajoute à cela le caractère socio-économique particulier de cette diaspora, presque exclusivement constituée de groupes ruraux, qui représentent plus largement une classe sociale pauvre ou défavorisée. C'est pourquoi il qualifie les Maris orientaux de diaspora paysanne prolétarienne. Si le rapport à l'État fédéral et les conditions socio-économiques de la diaspora importent tant, c'est parce qu'ils sont en étroit lien avec la situation de la RME, en tant que terre natale et en tant que république nationale. En effet, au terme d'une longue analyse socio-historique, l'Alouka montre que la dépendance économique de la RME à l'encontre de l'État fédéral n'a fait que retarder l'émergence d'un nationalisme mari. On a vu que les groupes ethniques relevant du modèle vertical démotique, comme les Maris, sont plus enclins à la mobilisation ethno-religieuse. Toutefois, ceux-ci sont aussi moins politisés que les groupes du type latéral aristocratique. S'appuyant sur les 3 phases de la construction du nationalisme proposées par Rohr, l'auteur démontre que les Maris accusent un retard notable par rapport à d'autres ethnies minoritaires de Russie. Cette première phase, de conscience d'une séparation de type ethnique sans conséquence sur le plan politique, est celle partagée par de nombreuses minorités. La phase B, nommée agitation patriotique, correspond à un moment de politisation de l'intelligentsia. La phase C, celle d'une montée d'un mouvement national de masse, nommé agitation nationale, trouve une résonance dans la plupart des couches sociétales. Ce n'est qu'avec la politique de territorialisation de l'ethnicité menée par les bolcheviks dans les années 1920 que le nœud de relations triadiques entre diaspora, république d'accueil et république d'origine commence à prendre sens dans un contexte d'agitation patriotique, avant de stagner durant près d'un siècle, jusqu'à la politique de l'ethnos menée par Boris Eltsine dans les années 1990 qui aboutit à une agitation nationale. Toutefois, cette période ne débouche pas sur la création d'un nationalisme mari à proprement parler. On ne peut donc pas parler d'une nation mari, car la RME ne fonctionne pas comme un centre de rayonnement et de diffusion d'une identité ethnique mari. Par conséquent, l'identité de sa diaspora demeure segmentée et non unifiée, car elle n'a pas de modèle fort auquel s'identifier et se référer. On a donc vu que les Maris orientaux remplissent bien les critères d'un groupe diasporique. Cependant, le niveau de mobilisation ethnique est hautement dépendant de la nature des relations de la diaspora avec la République d'origine en Moyenne-Volga. Or, l'Alouka rattache ce problème d'identification aux critères d'idéalisation de la terre natale et d'un mouvement de retour. En effet, on assiste à une polarisation des discours sur la RME entre éloge et critique. Peu attractive du fait de sa situation économique, les communautés paysannes ne trouvent pas d'intérêt à un retour vers cette région. Se dresse ici une séparation d'avec les membres de l'intelligentsia, et notamment les artistes et universitaires, pour qui la RME représente un lieu d'études et d'emploi convoité. On voit donc émerger plusieurs oppositions majeures. La première entre une politique de la RME orientée vers la neutralité ethnique et une vision civique, semblable à celle du type latéral aristocratique, et ses membres qui, du fait de l'urbanité, ont une tendance à l'assimilation. Et d'autre part, une diaspora en quête d'identité ethnique partagée, composée de communautés paysannes en territoire dit étranger, qui ont tendance à maintenir leurs frontières avec les autres groupes. D'autre part, une opposition entre une intelligentsia tournée vers la RME et qui diffuse un message ethnique à caractère global et politique, alors que le discours diasporique se situe plutôt à un niveau local et ethno-religieux. Malgré une politisation de l'intelligentsia mari depuis le début du siècle dernier, l'auteur déplore une quasi-absence de la diaspora sur la scène politique. En témoigne la création par cette même intelligentsia d'un ethnonyme mari oriental qui n'est pas reconnu
et auxquels ne s'identifient pas les membres de la diaspora. En effet, la renaissance d'organisations Mari a recréé des liens interrégionaux et agit comme facteur de consolidation ethnique. Cependant, ce mouvement demeure cantonné à l'intelligentsia et ne pénètre pas les masses de ruraux indifférents aux intérêts nationaux en raison d'un décalage trop grand avec la vision de la RME. Le dialogue national semble encore compliqué de nos jours, ou du moins pas assez fort pour créer un mouvement national de masse qui soit pérenne. Cette étude pourrait être poursuivie hors du champ politique, car c'est dans le domaine culturel que s'esquisse un espace de dialogue où les oppositions entre Est et Ouest et entre intelligentsia et population semblent moins significatives. Aussi, il serait intéressant d'analyser plus en détail la danse nommée Kandra, commune à tous les groupes orientaux, comme une composante de l'identité diasporique. Elle est la seule danse Mari qui s'effectue telle une marche et peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Au-delà des discours, c'est peut-être l'anthropologie du corps et de la danse qui pourrait fournir un parallèle intéressant entre mémoire gestuelle et corporelle et mémoire de la migration.